Bien, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Concernant la suite de notre cours sur Pessah, nous abordons ce soir la notion très précise relative à la vente du Hametz. En hébreu, Mechirat Hametz. En quoi cela consiste-t-il et pourquoi Bichlal cela est envisageable? A priori, comme je vous l'avais dit précédemment, lorsqu'on arrive la veille de Pessah, on est censé avoir fait depuis le lendemain de Purim jusqu'à la veille, ou l'avant-veille plus précisément de Pessah, on est censé avoir fait 30 jours de Bédikat Hametz, de recherche du Hametz, de nettoyage du Hametz. Et ce qu'on appelle communément la Bédikat Hametz, c'est en vérité la clôture de cette mitzvah qui a duré 30 jours. Pendant 30 jours, on a fait le nettoyage, on a tout regardé, jusque dans les rainures de parquet, les fissures, etc. Une fois qu'on a tout fini, on va symboliquement terminer par la fameuse Bédikat Hametz qu'on a déjà évoquée, la recherche. Pour ne pas revenir bredouille de cette recherche, on aura préalablement préparé 10 morceaux entourés soit de papier journal, soit de sopalin, et on fera la fameuse formule d'annulation mentale, ce qu'on appelle Bitul Hametz, etc., etc. Bon, tout ça, c'est des choses que nous avons vues ensemble. Mais alors, si on s'est débarrassé du Hametz, pourquoi on va vendre du Hametz? C'est quand même bizarre, a priori, on ne devrait pas avoir à vendre du Hametz. On devrait normalement consommer tout le peu de Hametz qui nous reste, si vraiment il nous en reste pas beaucoup, mais qu'on a vraiment plus envie ou on n'a plus le temps de le manger, ben on l'offre à quelqu'un, un voisin, que ce soit d'ailleurs quelqu'un de nécessité ou non, mais qui va apprécier le geste, ou une personne qui est une des personnes de maison, voilà, qui appréciera que vous lui offrez éventuellement un paquet de pâtes ou je ne sais quoi. Donc, idéalement, c'est ça que je voudrais simplement insister avant de parler de la vente du Hametz. En introduction, sachez que idéalement, il ne faut pas avoir de Hametz du tout. Point barre. Ça, c'était le petit 1. Maintenant, le petit 2, il y a des choses qui ne sont pas Hametz. Simplement, elles ne sont pas cachées les Pessah. Ou elles ont été utilisées lorsque on les avait consommées au milieu du Hametz. Ces choses-là, s'il n'y a pas de vrai Hametz, il n'y a pas de pain dedans, il n'y a pas de céréales, il n'y a rien. C'est juste qu'elles ont été, comme je fais par exemple en référence à un pot de confiture ou je ne sais quoi. Si on veut le donner, c'est très bien. Mais si on a envie de le garder, notamment pour quelqu'un qui vraiment serait dans des conditions matérielles vraiment précaires, ou quelqu'un qui est une personne âgée, vous savez que les personnes âgées qui ont des toutes petites retraites, elles font attention, vraiment. Il n'y a pas de condescendance dans ce que nous disons, évidemment. C'est au contraire du respect pour la réalité de la condition de chacun. Ce qui est vraiment rien pour quelqu'un peut s'avérer être quelque chose d'important pour un autre. Et donc la halakha, elle s'adresse à tout le monde, à toutes les situations. Et c'est justement pour cette raison-là que dans des cas tout à fait singuliers, alors il est prévu de faire cette fameuse Mechirat Hametz, cette vente de Hametz. La vente de Hametz, elle a été conçue pour, premièrement, des personnes qui sont justement de conditions très très modestes, au point que même un demi-paquet de je ne sais quoi, c'est pour elles important. Alors, on lui donne la possibilité, les maîtres donnent la possibilité de vendre ce Hametz. En général, par l'intermédiaire d'un rabbin qui fait les fameux pouvoirs de vente, comme nous le faisons ici même. Et donc la vente est effectuée à une personne non juive, qui n'est évidemment pas liée aux interdictions de Hametz Vepessah, puisque le Hametz Vepessah, ça ne concerne que les juifs, pas les non-juifs. Donc une personne non-juive, au contraire, ça l'intéresse d'acheter le Hametz, d'autant qu'en général, à la fin de la fête, eh bien, on lui rachète et ça lui fait une certaine plus-value. Gagner une plus-value au bout de 7 jours, ça, en principe, ça intéresse tout le monde et ça ne... Voilà, si j'ose dire, ça mange pas de pain, c'est le cas de le dire, c'est bienvenu. Et donc, c'est fait selon des règlements précis, des conditions légales et réglementaires très précises qui sont sérieuses. Elles sont vraiment mises en application sérieusement. Donc, concrètement, on a dit, pour les personnes très âgées, pour les personnes qui sont de conditions modestes, ou alors, à l'inverse, des personnes qui ont des quantités astronomiques. Par exemple, des industriels. Quelqu'un qui aurait, je ne sais pas moi, des fours et des boulangeries, etc.
Si supposez qu'il a un stock de je ne sais combien, c'est pas évident de liquider son stock. S'il le peut, tant mieux, mais s'il ne peut pas, alors il aura toujours la possibilité de recourir à ce stratagème légal consistant à vendre pendant les jours de Pessah à une personne non juive, et il va louer le lieu dans lequel se trouve entreposé le Hametz, et dès lors, il ne transgressera pas l'interdit de posséder du Hametz. On appelle ça, vous avez bien compris. On a déjà vu ça plusieurs fois, mais il y a plusieurs interdits à Pessah. Celui de consommer du Hametz, ça tout le monde sait ça. Celui d'en tirer profit, et donc ça c'est un problème pour ceux qui ont des supermarchés, des magasins, etc. Il faut faire attention, tout n'est pas faisable. Il faut respecter des règles très précises de contrat pour pouvoir l'envisager. Et pour un particulier, il n'y a aucune raison. Maintenant, la question qui se pose aussi, c'est si quelqu'un n'est pas un industriel, c'est un particulier, mais un collectionneur. Collectionneur entre guillemets. Genre le gars qui a une cave. Vous savez, les mêmes types de personnes qui ont des caves à vin, mais par exemple, cave à whisky. Le gars qui a 50 bouteilles de whisky. C'est rare, mais supposé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse des 50 bouteilles de whisky. C'est pas évident. S'il le peut, tant mieux. Mais s'il ne le peut pas, parce que ce serait une perte trop conséquente, dans ce cas-là, il aura la possibilité de vendre vraiment son Hametz à une personne non juive, dans les règles, etc. Vous voyez, donc c'est toujours... Voilà ce que j'ajoute aussi pour les quartiers riches, avec un peu d'humour, ceux qui ont plusieurs maisons, les pauvres. Ceux qui ont plusieurs maisons et qu'ils ne savent plus où donner de la tête, comment faire la Bédicat Hametz, c'est pas facile. Alors, ça a été prévu aussi pour eux. Lorsqu'ils font Bédicat Hametz, alors ils le font en pensant à quitter tous les lieux qui leur appartiennent ou dont ils ont la charge éventuellement, la gestion. Et ils le font en un seul endroit et en s'inquiétant pour tout le reste. Et il y aura des modalités dans chaque cas. Maintenant, pour les rabbins ou présidents de communautés, ou même Chazan ou Shamashim, enfin bref, tous ceux qui vivent en général en permanence dans la synagogue, eux, ils doivent avoir, ils ont sur eux, en général c'est le Rav qui a cette responsabilité, d'organiser également une Bédicat Hametz et une vente du Hametz dans la synagogue et le Beth Midrash où ils sont. Ici même, c'est que nous faisons ça chaque année. Une Bédicat Hametz, bien que je ne suis pas propriétaire, mais je suis responsable pour l'ensemble de la communauté, donc m'incombe l'obligation d'accomplir Bédicat Hametz et le Béor Hametz le lendemain. D'accord? Alors voyons maintenant, revenons à notre sujet principal ici ce soir, tout ça c'était des rappels pour ceux qui n'étaient pas là, la vente du Hametz. Celui qui la veille de Pessah possède une quantité donc importante et appréciable de Hametz, dont la destruction lui causerait un préjudice non négligeable, peut le vendre à une personne non juive, et ce par un contrat de vente régulier, un véritable contrat de vente. Il peut néanmoins garder le Hametz vendu ainsi dans une pièce de son appartement, et ce à condition de louer ou de céder à l'acheteur la place où se trouve le Hametz au moment de la vente. Je précise que cette sorte de combine, entre guillemets, c'est répandu surtout dans notre génération, où les gens aiment bien avoir la vie cool, et ça n'a pas toujours été bien vu par les décisionnaires. En tout cas, moi j'ai eu la chance de connaître plusieurs générations de maîtres, et j'ai eu des maîtres d'un niveau très grand, et je dois vous dire qu'à part les cas d'exception dont j'ai parlé à l'instant, que j'ai évoqué, ils n'aiment pas trop cette histoire de vente. Je le fais, et tous les rabbins sérieux le font, il n'y a pas de problème, on ne met pas en cause le principe même de la vente du Hametz. Mais je le répète, la vente du Hametz, elle est faite pour ceux qui n'ont pas le choix. C'est pas l'idéal d'a priori. Aujourd'hui, les gens, ils vous balancent, toc, toc, toc. En plus, ils font ça pas toujours en respectant les règles. Parce que normalement, il suffit pas de donner l'adresse dans le fameux pouvoir de vente du Hametz. Hein, vous avez donné un exemple où est-ce que j'ai mis ça. J'arrive. Voilà, chaque année, j'en ai moi-même plusieurs centaines, vous voyez. Vous avez cette forme-là, vous voyez. D'accord. Donc, ils remplissent un pouvoir de vente, et donc, où l'on précise que le pouvoir de vente devra être remis au plus tard à telle date, en l'occurrence pour nous, ce sera le mardi 31 mars, avant midi, et après cette date, nous déclinons toute responsabilité quant au pouvoir ayant été
expédié trop tard. Ça, c'est pour les gens qui se la coulent douce et qui font tout à la dernière seconde. Ceux qui n'ont trop tard, tant pis pour eux. Ben, leur vente ne sera pas valable. Mais s'ils respectent ce qu'on leur dit, de nous l'envoyer avant la date butoir, dans ce cas-là, comme on le dit, après cette date, nous déclinons toute responsabilité quant au pouvoir ayant été expédié trop tard. Vous pouvez évidemment rédiger ce pouvoir dès aujourd'hui, bien sûr en dehors du Shabbat. Il ne prendra effet qu'à partir du moment précis où commence l'interdiction de posséder du Hametz. Si vous désirez que la vente prenne effet avant l'heure de la Bédika, ou si vous passez Pessah dans un autre pays où la fête débute plus tôt qu'en France, je fais référence notamment à Israël, eh bien veuillez le préciser en cochant ici. Alors, ceux qui, par exemple, vont passer Pessah en Israël ou ailleurs, où il y a un changement d'horaire, enfin, où l'horaire n'est pas le même, alors le fait de préciser fait que moi, quand je vais vendre le Hametz, j'ajouterai une condition particulière dans le procédé de l'achat de vente, d'accord, dans le contrat d'achat dans le contrat de vente du Hametz. Et donc, il est dit dans ce pouvoir de vente, je sous-signais, nom, prénom, un tel, donne par la présente mandat à monsieur le Rav un tel, donc ici en l'occurrence c'est moi, mais ça, traditionnellement au Bédine de Paris, c'est le Rav Guggenheim, qui est un de ceux qui a été les premiers à initier ça à Paris, mais bon, ça existe absolument partout, dans toutes les communautés, pour vendre en mon nom et de manière à exclure pour moi tout droit de propriété sur cette matière, tout le vin, donc tout Hametz, qui se trouve dans mon appartement, ou, entre parenthèses, ou dans mon garage, dans ma cave, dans ma chambre, faisant partie d'un immeuble SIS, c'est-à-dire qui s'est situé à l'adresse complète qu'il faut préciser. Alors pourquoi je prends le temps de vous expliquer? Parce qu'il y a des gens, ils voient qu'il y a un truc à remplir, ils vous mettent une adresse, ils vous mettent... Moi j'ai ajouté dans mon pouvoir de vente du Hametz, j'ai ajouté le téléphone portable et l'adresse email. Parce que si vous savez le nombre d'originaux qui écrivent n'importe quoi, dont le contrat est tout simplement non valable. Vous savez, quand il y a un bulletin qui est non valable dans une élection, qu'est-ce qu'on dit? On dit bulletin nul, bulletin blanc. Et comment vous allez faire un bulletin nul ou un bulletin blanc pour quelqu'un qui a cru vous donner pouvoir pour vendre en son nom le Hametz, alors que son pouvoir de vente n'est pas valable? Pourquoi il n'est pas valable? L'un, parce qu'il écrit son nom sans le prénom. Alors qu'il faut dire le nom et le prénom, sinon c'est plus un contrat. Après, c'est à la rigolade. Ou alors l'adresse, elle n'est pas complète. Sans parler de ceux qui ne mettent pas l'adresse Birchlal. Ils se croient tellement au-dessus de tout que, voilà. Ils mettent nom et prénom, ça y est, il faut ça. Le bon Dieu, il sait. Dis-moi, c'est Chabu ou quoi? C'est pas le bon Dieu qui doit savoir, c'est celui qui achète le Hametz qui doit savoir. Les gens, là, le manque de rigueur incroyable. On peut prendre ça avec la rigolade, évidemment, quand on en parle. Mais sauf que c'est complètement fou. Donc, quand il manque quelque chose et que les gens nous laissent un numéro de portable ou une adresse email, ça nous laisse le temps, la veille, de regarder tac, 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 et de voir là où ça va pas en téléphone. Et on peut régler. Et bon, vous me donnez mandat pour corriger, d'accord. Et on fait les choses sérieusement. C'est comme je dis, quand on fait les choses, quand on s'engage, on le fait sérieusement, jusqu'au bout. Et donc, en même temps, de louer à la personne qui se rendra acquéreur du Hametz des lieux où se trouve entreposé le Hametz de n'importe quelle substance. Pourquoi des lieux? Parce que il y a des gens, ils vous donnent une adresse, ils vous disent pas où. Ça veut dire, mais vous savez qu'avec ce pouvoir de vente, vous n'avez pas le droit d'habiter dans cet endroit. Puisque l'endroit en question, il va appartenir pendant les jours de Hametz au goy auquel je vais vendre le Hametz. Puisqu'il s'agit de vendre le Hametz et de louer le lieu. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu étais plus chez toi? T'as pas le droit d'être là. Ils pensent pas à ça. Alors que s'ils ne se contentent que de louer une partie de l'appartement, ou alors le garage, ou une chambre, voire même, pourquoi pas, plus original, mais possible, un buffet, là, dans ce cas-là, ok, ça répond aux conditions légales. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui, je lui dis par exemple, mais vous avez mis toute l'adresse, ça veut dire quoi? Que vous n'allez pas du tout? Ah mais bien sûr, je vais... Alors je lui explique. Vous avez loué à un non-juif un endroit et vous avez vendu votre Hametz. C'est-à-dire que c'est lui qui est chez lui et vous n'êtes pas chez vous. Ah non, c'est pas ce que je... Alors donc, écrivez clairement. Donc il faut expliquer les choses pour ne pas être, comment dirais-je,
incohérent. Vous vouliez dire quelque chose? Non, j'étais en train de penser à ce qu'on a pu déjà me dire en fait au préalable là-dessus. Oui. Je sais que j'ai déjà des gens qui m'ont dit mais non, vends toute ta maison, comme ça t'es sûr de plus avoir de Hametz et c'est comme Mais si, ça, c'est si vous n'aviez pas dedans. Oui, non, mais voilà, mais bon, je sais qu'on a pu me dire ce genre de choses-là, donc je pense qu'il y a beaucoup De gens qui ne savent pas. Qui Alors voilà, grâce à votre intervention, vous ne faites que confirmer et appuyer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la précision que je donne, c'est pas pour débusquer qui que ce soit ou faire des procès d'intention à l'égard de qui que ce soit. C'est de relater une réalité, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Bon, c'est pas la première fois qu'on sait ça, mais dans pas mal de domaines. Mais là, en l'occurrence, ça a des conséquences légales. Donc il faut dire clairement que celui qui peut se passer de la vente du Hametz, ça, comme ça, tu es tranquille. Oui, je suis d'accord. Si tu vends pas de Hametz et que tu n'en as pas du tout, là, tu es tranquille. Mais si déjà tu vends du Hametz, alors vends-le vraiment et loue le lieu dans lequel le Hametz est entreposé. Et là, on est effectivement dans le respect des règles. C'est clair? Sur ce, on termine. Je déclare sur l'honneur nul et non avenu tout acte de nature à annuler ce mandat. Et en outre, m'engage à ne lui faire aucune opposition pour quelque cause et de quelque manière que ce soit. Et je cède à monsieur le Raventel le produit de la location des locaux et de la vente du Hametz. Maintenant, de quoi il s'agit? C'est quoi le produit des locaux? En quelques mots, il s'agit d'une condition, c'est un contrat conditionnel, c'est pour ça que cela ne plaît pas à tous les rabbins, notamment les Rishonim. Mais c'est quoi la condition? La condition, c'est de dire, voilà, la somme, il faut quand même que le gars soit protégé. Supposez qu'un original non juif, sympathique, dit ok, moi c'est bon, moi je suis prêt. Et il vient, il me dit voilà, besoin, mais attendez, vous m'avez donné des ventes, mais moi j'ai envie d'accéder aux locaux. Ben, il a le droit. D'après là qu'il a le droit. Et supposez qu'il veut dire et je veux me servir, mais va qu'à ça. On a signé. Mais supposez maintenant que le gars, il n'est pas seulement intelligent, c'est un roublard. Et il dit ah mais bon, moi je veux pas vendre. Je veux pas vendre après Pessah, parce que pour moi, tout ça, c'est sûrement énormément d'argent, donc je veux le garder pour moi. Alors là, il faut quand même qu'il y ait une mesure dissuasive d'être malhonnête, puisque depuis le début, tout a été convenu. Qu'est-ce qui est convenu exactement? Ce qui est convenu, c'est que on va donner, comme cela est souvent le cas dans les promesses de vente ou dans des conditions d'achat ou de location, une mesure préventive qui va se traduire par des arts. On va donner par exemple 100 euros, ou 200 euros, ou même 1000 euros, pourquoi pas, si c'est un volume important, qui constitue auprès de celui qui va acheter l'ensemble du Hametz et qui va se rendre propriétaire en tant que locataire pendant les 7 jours, un petit peu comme les Airbnb, là, vous savez, d'accord, pendant la durée X de 7 jours en France, en Israël 7 jours, en France 8 jours, eh bien, il va effectivement être vraiment propriétaire du Hametz et vraiment locataire. Mais après, comment qu'on va retrouver dans la légitimité, dans la légalité, sans que ça ait l'air d'un contrat déguisé? Eh bien, c'est très simple. C'est de dire la chose suivante. On donne des arts à hauteur de telle somme d'argent, et nous, la personne, on lui donne cet argent, et on lui dit, voilà, arrivé à la fin de Pessah, je te donne, plutôt c'est la personne, excusez-moi, non juive qui achète le Hametz et qui loue, qui me dit voilà, je vous donne tant, ce que vous m'avez demandé comme art, et arrivé à la fin de Pessah, eh bien, je vous donne le solde. Maintenant, le solde de quelle somme? D'une somme qui est, Dieu bénisse, confortable, de telle sorte que si la personne, elle a envie d'arnaquer, eh bien, elle ne pourra pas nous arnaquer. Elle dit, tu veux payer? Je vais que ça. Quand quelqu'un il se voit payer pour des bouts de papier et des choses dont il ne sait même pas toujours le contenu exact, même si on lui dit, eh bien, il va se devoir payer un complément de somme qui s'élève à plusieurs millions d'euros. Ça le rend un peu plus calme, un peu plus honnête. Et du coup, arrivé à la fin de Pessah, il est clairement dit que de deux choses l'une. Soit il paye le solde, soit s'il ne paye pas le solde, donc ça rompt le contrat. Et à ce moment-là, à la limite, on pourrait dire, voilà, pour solde de coton, de tout compte, d'accord, la somme qu'il nous a donnée,
On pourrait dire, ben, on la garde pour nous, allez, débrouille-toi, c'est toi qui ne respectes pas, qui n'honore pas ton contrat, donc tu peux partir maintenant, on récupère nos biens, puisque tu as... Seulement, on ne veut pas faire ça. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Pour deux raisons. La première, ça serait malhonnête. C'est-à-dire que depuis le début, on aurait fait quelque chose dans le but d'arnaquer. Il faut que le gars, il ait un profit. Vous comprenez? Il faut qu'il ait vraiment eu l'impression de vendre. Vous suivez tout le raisonnement? Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'arrivé à la fin de Pessah, il n'a pas le désir, la plupart du temps, de payer la somme correspondante. Dans ce cas-là, il nous remet tous les pouvoirs de vente et nous, pour justement qu'ils ne se sentent pas abusés, non seulement on va restituer la somme des arts qui ont été donnés, mais en général, on lui donne au moins le double ou le triple. Donc, du coup, le gars qui n'accepterait pas pour seulement 7 jours de faire un profit, une plus-value de 3 fois la somme de départ. Donc, il n'y a personne qui a été lésé, et au moins, on aura légalement protégé les gens pendant Pessah pour ne pas transgresser. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, madame. Mais ça veut dire que concrètement, vous rencontrez vraiment cette bien sûr. personne? Ah oui, d'accord, moi, je pensais que c'était... Ah oui, imaginez un Peter Pan. Non, non. Je n'irai pas jusque-là, mais je pensais que c'était... J'ai rien contre Peter Pan, mais non, pas du tout. Peter Pan, c'est dans le ciel. Là, c'est très terre à terre, et l'argent, c'est du vrai argent. Et quand je lui redonne la suite, croyez-moi, il est très content de... Et c'est une personne, plusieurs personnes? Ça peut être ce qu'on veut. Le grand rabbinat d'Israël fait ça avec une personne en général. Et moi aussi. Je ne suis pas plus grand que les grands rabbins d'Israël. Donc je le fais avec une seule personne. Une personne que... C'est la personne en question qui me dit c'est quand la fête des galettes là chez vous? En général, depuis Pourim, elle commence à y penser, cette personne. Je dis, vous inquiétez pas, je vous le dirai, juste préparez la monnaie. On fait ça avec un peu de panache, oui. Et moi, j'avais vu que parfois, on nous laissait l'opportunité de vendre le Hametz, mais on nous demandait de mentionner en plus le Hametz où qu'il soit. Oui, mais... c'est marqué, c'est dans le contrat de vente. Ah d'accord, ok. Là, c'est uniquement le pouvoir de vente. Okay. Les gens qui me donnent le pouvoir de vendre en leur nom ne sont pas obligés de savoir tout ce qu'il y a dans le contrat de vente. Okay. Contrat général de vente, je n'indique pas, ce n'est pas un secret d'État, mais c'est parce que ça pourrait donner des mauvaises idées aux gens pas très recommandables, donc on n'a pas envie de le faire, c'est tout. Mais croyez-moi que c'est un acte complètement réglementaire qui respecte la loi, aussi bien du point de vue religieux que du point de vue civique, que vous pouvez me faire confiance. Et on fait ça dans les règles de l'art, nickel, nickel. Il n'y a personne qui est lésé, jamais. C'est clair? Alors maintenant, tout ceci ayant été précisé, on termine donc sur... je suis rentré davantage, que je ne le fais d'habitude, dans les explications, justement, pour ce que disait madame, à juste raison, à savoir que les gens ne savent pas trop, quoi, finalement. Ils croient que, voilà... Et c'est notamment caractéristique des gens pour qui les règles, en fin de compte, ça les concerne pas. On est toute une génération de gens aujourd'hui où les gens disent, ouais, bon, il faut qu'ils se trouvent dans le tribunal, et encore, pour considérer que les règles soient contraignantes. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, il faut bien entendu que l'endroit qui aurait été vendu, en termes de Hametz, ou loué, y compris si c'est une partie de l'endroit, que cet endroit soit évidemment bien fermé et condamné pendant Pessah. Parce que si vous pouvez aller venir, ça n'a pas de sens. Si c'est un garage, que vous ne mettez pas les pieds du tout dans ce garage. Si c'est un placard, que le placard soit fermé à clé et que vous mettiez sur le placard Hametz les Pessah, par exemple. D'accord? Comme on a l'habitude de faire. Et il faut évidemment que l'acheteur puisse y avoir accès s'il le désire, et que ni le vendeur ni un membre de sa famille ne viennent s'approcher de cet endroit pendant Pessah. Dans l'acte de vente, le non-juif déclare acquérir le Hametz se trouvant à tel endroit, moyennant une somme convenue entre lui et le vendeur, et qu'il lui verse des arts en espèces ou en nature, et que le propriétaire ainsi lui fera acquérir ce Hametz dès maintenant. Donc ça, c'est juste la confirmation de ce que je vous ai déjà expliqué dans le détail. Il conviendra ensuite que si à l'issue de la fête
l'acheteur ne vient pas payer la somme qu'il doit encore sur le prix de l'achat convenu, alors le Hametz redevient automatiquement propriété du vendeur. Ça s'appelle une condition suspensive en droit français. C'est des choses qui existent, hein, c'est pas des choses inventées. Ainsi, pendant la durée de Pessah, ce Hametz appartenait légalement à la personne non juive et le vendeur ne peut encourir aucune sanction pour avoir conservé du Hametz chez lui, puisqu'en fait, c'était plus chez lui. Vous avez bien compris, vous suivez. Mais il faut, pardon, pour qu'il en soit ainsi, que le propriétaire ait renoncé vraiment, sincèrement et loyalement, sans la moindre arrière-pensée, à ses droits de propriété sur le Hametz. Tout ceci, ça se passe intellectuellement. C'est peut-être ça qui vous avait dit, moi je pensais qu'il y a une dimension comme ça, où l'essentiel se produit dans la pensée. Vous avez parfaitement raison. Mais il faut quand même que la pensée, pour qu'elle ait un crédit ou une crédibilité, qu'elle se matérialise par quelque chose. Oui, et donc cette vente peut évidemment se faire, comme on l'a longuement expliqué au début de la vidéo, de donner mandat à une tierce personne, intermédiaire entre le propriétaire du Hametz et l'acheteur. En fait, de nos jours, c'est généralement un tribunal rabbinique compétent en la matière, ou un Rav, qui est un Mitracham, ou qui en tout cas qui a étudié ces questions avec des Talmidei Chachamim, qui négocie la vente, et il suffira que le propriétaire donne plein pouvoir au rabbin pour qu'il procède comme mandataire comme mandataire à la vente de son Hametz. Pour notre cas, j'avais été formé en son temps par le Rav Emmanuel Shushna, ancien grand rabbin directeur d'école rabbinique, ainsi que le Rav Guggenheim, qui à l'époque était le professeur principal et qui l'a remplacé, qui lui a succédé, qui est devenu après le grand rabbin directeur d'école rabbinique et qui est l'actuel grand rabbin de Paris. Donc tout ça, c'est des maîtres sérieux qui ont étudié la question à fond, et c'est d'eux que nous avons étudié tout ça. Pas que dans la théorie, mais dans la pratique. C'est ainsi qu'on a procédé à la vente telle que cela vous est expliqué. Bon, vous avez, cela étant, aujourd'hui, c'est quelque chose de tellement généralisé. Vous avez sur le net, les réseaux sociaux, vous avez certains groupes qui sont militants dans l'accomplissement des mitzvot ou dans l'enseignement de la Torah dans les réseaux sociaux. Ils vous proposent tous les uns après les autres, telle organisation, qu'elle soit d'ailleurs liée directement au rabbinat officiel du consistoire ou les autres rabbinats parallèles. Vous avez la possibilité de procéder à tout cela. Après, la logique veut qu'on le fait avec celui duquel on se sent le plus proche, avec la communauté qu'on fréquente. De mon point de vue, c'est cela qui est le plus logique. Je recommande, c'est qu'une recommandation, j'impose rien, je ne suis pas Dieu, mais je recommande de toujours privilégier ce que j'appelle la légitimité des relations personnelles. C'est-à-dire faire les choses par Internet, je sais que ça arrange les gens aujourd'hui, mais je ne vois pas la légitimité qu'il y a à faire par Internet avec des rabbins que vous ne connaissez même pas. Nous faisons partie d'une génération où pour nous, un rav, c'est quelqu'un qui est soit son rav, soit quelqu'un en lequel on fait confiance et avec lequel on a des relations qui sont suivies et qui sont personnelles, humaines. C'est pas l'intelligence artificielle et c'est pas les trucs automatiques. C'est pas parce que je vais jouer au vieux qui genre est dépassé par... Pas du tout, grâce à Dieu. Je suis très ouvert à toute la technologie moderne, croyez-moi. et j'ai aucun problème avec ça. Mais rien ne remplace l'authenticité et la légitimité des relations directes. C'est ce que je pense. Après, chacun fait exactement comme il veut. Il n'y a pas d'interdiction majeure. Je pense que c'est mieux, c'est tout. Ça développe une qualité de relations humaines et une qualité de relations même religieuses beaucoup plus cohérente. Quoi qu'il en soit, et donc ça se fait là pour vous tous dans vos communautés respectives. On ne vend en principe que du Hametz en nature, c'est-à-dire celui, par exemple, qui a été absorbé par les ustensiles de cuisine. Il y en a qui parlent, qui vous disent « et vendre le Hametz absorbé dans les cuisines ». Ça, c'est pour le cas où il y aurait des gens crades qui gardent dans leur cuisine des marmites qui ont encore du Hametz dedans. Voilà. S'il y a des gens qui sont encore de ce niveau-là, que Dieu les protège, quoi. Je les bénisse, que Dieu les protège de tout Hametz, parce que c'est quoi ça ? Avoir besoin de vendre le Hametz dans les ustensiles, ça n'a aucun sens.
C'est de deux choses l'une. Ou vous nettoyez votre hametz, parce que vous êtes normal, vous avez fait le nettoyage de Pessah. Ou alors vous êtes débarrassé, mais à ce moment-là, il y a un risque que font courir ceux qui, par exemple, vendent la vaisselle pendant Pessah. En vendant la vaisselle à un non-juif, du coup, lorsqu'il récupère la vaisselle après, il faut qu'il la trempe au mikvé. Oui, puisqu'ils vont racheter la vaisselle à une personne qui a appartenu à une personne non-juive. Et donc, il faut la retremper, il faut la recueillir. Oui. Alors ceux qui sont sensibles à cet argument, vous disent oui, mais on ne vend pas la vaisselle, on vend le chametz qu'il y a dans la vaisselle. C'est justement cet argument que je trouve, en tout bien, tout honneur et avec tout le respect des personnes concernées, d'un ridicule inimaginable. On donne une légitimité à quelque chose qui est d'une incohérence crasse après un mois de nettoyage de Pessah. On vient nous dire que quoi? Qu'on fait un nettoyage de Pessah, mais qu'on a laissé du chametz dans la vaisselle et que c'est ça qu'on vend pendant. Et dis-moi. Bon, on fait des fois chez les mains pour ça, oui. Mais la vaisselle, c'est pas la même pour Pessah. Ça, c'est encore autre chose que vous dites. Donc normalement, oui d'accord, mais normalement, il n'y a pas de chametz dans la vaisselle qu'on utilise. C'est-à-dire que l'autre vaisselle, on la met de côté. Je crois que vous n'avez pas compris. Non. Vous avez des gens, Ouais. parce que précisément, la vaisselle de chametz n'est pas la vaisselle de Pessah, donc ils vont effectivement utiliser la vaisselle de Pessah comme bien entendu pour Pessah. Mais qu'est-ce qu'ils font de la vaisselle chametz? Au lieu de la nettoyer à fond et de la condamner dans un endroit, auquel cas il n'y a même pas besoin bichlal de vendre quoi que ce soit. Vous avez de la vaisselle qui est nettoyée avec du détergent et il n'y a pas une miette de rien du tout qui est collée. Vous n'avez pas besoin de vendre quoi que ce soit. Vous le mettez dans un buffet, vous le condamnez pendant Pessah, vous marquez simplement condamné pour Pessah. Nekuda. Vous n'avez pas besoin de vendre. Mais si vous vendez, là, ça vous crée un problème. Voici tout. Alors, pourquoi certains ont inventé ça? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a des feignasses qui, parce que soi-disant ils travaillent et que c'est difficile de s'en sortir, d'accord, il y a les bébés à s'occuper, il y a les enfants, il y a les ceci, il y a les cela, ce que je respecte éminemment. Et donc, ils ont inventé un truc du jamais vu, du jamais entendu pendant des siècles, à savoir que les gens vont garder chez eux de la vaisselle qui est crade avec du reste de... Ah, ya Rabbi, comment religieusement on peut envisager des choses aussi crasses? Ça ne va pas avec la propreté de la Torah, je suis désolé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Sur le plan de la chastrik, on pourra toujours trouver des ouvertures. Hein. Je ne vais pas interdire ce que certains permettent. Mais pour moi, c'est quelqu'un que je sais être comme ça, je ne mets même pas les pieds pour empêcher ça. Et pour moi, c'est lui tout entier, il est chametz. Que Dieu nous préserve. Tov. Alors on termine sur ce réunion de vente du chametz. Donc celui qui par excès de scrupule veut inclure, bon c'est ce que je viens de vous dire, hein. Celui qui par excès de scrupule veut inclure ce genre de chametz dans le contrat de vente, dans la vaisselle et compagnie, doit bien spécifier qu'il ne vend aux non-juifs que le chametz absorbé dans les ustensiles et non les ustensiles eux-mêmes. Regarde-moi ce pile-poule. D'accord? Car ces ustensiles, s'ils étaient vendus à une personne non-juive et repris après Pessah, devraient subir l'immersion dans le mikvé. C'est ce que je vous ai dit. Et ce, au même titre que les ustensiles achetés chez un marchand de vaisselle non-juif, où il y a toujours l'obligation de le tremper dans un mikvé avant de pouvoir consommer dedans. On peut évidemment vendre le chametz veille de Pessah jusqu'à la fin de la 5e heure. Alors maintenant, souvenez-vous que les heures qui sont formulées dans la Mishnah, dans un cas la 4e heure, dans l'autre cas la 5e heure, il s'agit des heures dites, Sharot Zmaniot. Vous savez ce que c'est? C'est des choses que vous devez savoir, ça c'est important. Ce qu'on appelle en hébreu Shara Zmanit, qu'on pourrait appeler une heure saisonnière, une heure temporelle ou une heure variable. Alors toutes ces appellations, simplement pour dire qu'il existe un mode de calcul tout simple, consistant à diviser une journée comprise entre le lever du soleil et le coucher du soleil, de voir le temps, le timing qu'il y a entre les deux, et de diviser par 12. Quand vous divisez ces fameuses 12 parties de la partie diurne de la journée, quand vous divisez ça par 12, vous avez l'heure zmanite. L'heure zmanite, au mois par exemple de juin, où les journées sont les plus longues de l'année, ça peut être même, elle peut valoir 1h20. Alors que l'heure zmanite en hiver, où les journées sont courtes, oui,
alors que la nuit est plus longue en hiver, là, leur zmanit va durer, par exemple, 40 minutes. Vous avez compris? Donc ça peut aller de 40 minutes jusqu'à 1h20. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc après, l'adaptation de calcul des heures zmanites pour savoir à partir de quand, jusqu'à quand, on fait la prière, on met les tfilines, on peut consommer du khamès, on n'a plus le droit de consommer du khamès, on doit brûler le khamès, on ne doit plus posséder du khamès. Toutes ces heures-là sont calculées selon les heures zmaniyot, sharot zmaniyot. C'est clair pour chacun? Et donc, une fois que vous savez ça, que vous connaissez les principes généraux, après vous savez de quoi on vous parle. Quand on vous dit à partir de quelle heure, jusqu'à quelle heure, on vous envoie souvent des mémentos pour vous dire jusqu'à quelle heure vous pouvez faire ceci ou cela. Donc vous sachez que derrière ces conditions-là, il y a des règles précises. C'est pas du caprice ou je ne sais quelle originalité. Enfin, je crois qu'on a évoqué, non, c'est bon. On a évoqué tout ce qu'on a dit. On a dit oui, pour terminer, qu'on peut vendre le Hametz à la veille de Pessah, même jusqu'à la fin de la 5e heure. Et passer ce délai-là, en effet, le Hametz est censé ne plus nous appartenir du tout, puisqu'il est interdit d'en avoir la moindre jouissance, ce qu'on appelle le Issur Be'ana'a. Et donc, l'idée, elle est très simple, c'est que lorsqu'on rentre dans l'heure d'interdiction du Hametz, on est censé ne plus en avoir chez soi. Mishum lo yalaev lo imatse, puisqu'il est dit, il ne sera pas trouvé chez toi de Hametz, donc de levain ou de ferment, de séor, etc. C'est clair? Bon, je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait savoir. Et ouais, voilà.